première question, le bilan des moissons ici dans la région, ça donnait quoi? Il y avait de la qualité, du volume, mais pas les cours. Alors effectivement, bon déjà il faut quand même rappeler qu'on sort quand même de 2 années dans lesquelles ceux qui sont en grande culture sont déficitaires hein, au niveau de leur marge. Donc on va dire volume, prix, on s'en fout. L'important c'est d'atteindre un minimum 1500 € de l'hectare pour que les paysans arrivent à gagner leur vie. L'année dernière, bien évidemment, on était impacté plutôt par les volumes. L'année d'avant, c'était pas non plus exceptionnel. Cette année, on a des bons volumes, surtout en blé, en colza. L'orge d'hiver s'en est également bien sorti. Les cultures d'automne, on va commencer, même s'il y a eu des coups de chaud, des trucs, ça devrait être dans la bonne moyenne. Pour autant, aujourd'hui, on a des prix qui ne permettent pas d'atteindre le seuil de rentabilité des 1500 € de l'hectare. Et c'est des vraies questions. Questions qui se posent sur le court terme. Hein, quand on parle d'indépendance alimentaire, il faut surtout déjà penser qu'il reste des agriculteurs. Et pour qu'il reste des agriculteurs, il faut qu'ils gagnent leur vie. Donc là, il y a une vraie problématique. Et puis, dans le moyen terme, parce que si on veut qu'il y ait encore une agriculture demain, il faut pouvoir le transmettre. Et ça va quand même être très difficile de transmettre une agriculture qui n'a pas la capacité de rémunérer le capital. Donc voilà, ça pose quand même de sérieuses questions. Alors, on va parler un peu export parce que vous êtes présent aussi dans les ports. Expliquez-moi, de quelle façon? Donc effectivement, le groupe CAL est membre de l'UCA Froid. Hein, c'est donc les entités portuaires les plus au sud de la Moselle, dans laquelle on représente 53% des parts. Et dans ce cadre-là, je représente la CAL et je suis président de l'UCA Froid. Donc UCA Froid dans lequel on retrouve les groupes Vivesia, les groupes EMC2, les groupes Dijon Céral et d'autres. Et donc c'est un outil logistique parce que bien avant que l'État ne nous ait donné des ambitions de décarbonation, les coopératives ont tout fait pour optimiser la compétitivité à travers d'outils en collectif. L'UCA Froid est un bel exemple, mais il y en a d'autres. Et aujourd'hui, ces outils-là posent aussi de sérieuses questions. Parce que c'est des infrastructures qui coûtent cher en énergie, qui coûtent cher en investissement. Et quand on dit investissement, la complexité, c'est d'arriver à avoir une visibilité à minima à moyen terme. Aujourd'hui, vous voyez un petit peu l'instabilité qu'on a gouvernementale au niveau de la France. Mais j'ai envie de vous dire, au niveau de l'Europe, c'est guère mieux. C'est quand même compliqué aujourd'hui pour nous au niveau agricole. On nous dit plein de choses, mais on ne nous donne aucune stabilité pour pouvoir investir et pour pouvoir prendre une bonne direction. Alors, on a une émission qui s'appelle le JT Culture et Marché. Dans l'édition de ce week-end, on annonce que la récolte au niveau européen est très importante. Il n'y a pas qu'en France où elle a été bonne. Ce qui veut dire que, autant l'an passé, on avait peu à exporter, autant cette année en France, on a beaucoup à exporter dans un contexte où tout le monde en a. Donc, il va falloir être bon à l'export. Alors, pour être bon à l'export, j'ai envie de vous dire, je pense qu'il y a 2 choses importantes. On l'a évoqué tout à l'heure avant de passer en direct. Il y a cette notion de compétitivité, mais pas que. Il y a aussi un rôle au niveau de nos politiques, hein, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau même de la France, avec des vraies stratégies. Et le commerce, c'est aussi du relationnel. Hein. Et là, on perd quand même de plus en plus de parts de marché à l'export, même si vous avez dû entendre parler que le Maroc revenait de manière un peu plus forte, tout simplement parce qu'on a eu plus de contacts politiques. Mais on a perdu l'Algérie. Voilà, qui n'était pas le moindre des marchés quand même. Voilà. On est passé à 0 là. Hein. Tout à fait. Après, il nous reste l'Égypte. Il reste des parts de marché à prendre. Hein. Il y a l'Asie aussi également, gros consommateur. Hein. Premier producteur mondial hein, au niveau de l'Asie, mais aussi premier consommateur. Donc vous voyez bien que c'est quand même... je veux dire, ces pays-là peuvent vite bouleverser en fait, l'équilibre de l'offre et de la demande s'ils ont besoin de matières premières agricoles. Ah, l'Égypte, on est quand même souvent concurrencé par la mer Noire. Tout à fait. Russie et Ukraine. Alors, comment on doit redevenir compétitif, justement? Alors, le sujet de compétitivité, il est assez vaste. Hein. On ne va pas rentrer dans le détail. Je pense qu'il y a un gros travail fiscal à réaliser. Il n'y a qu'à regarder chez nos voisins comment ça se passe au niveau fiscal pour encadrer l'agriculture. On voit bien qu'on est en décalage total entre ce qui est en train de se passer. Je veux dire, une volatilité énorme sur des productions et des prix et une fiscalité vraiment très rigide et incapable de s'adapter. Ça, c'est un premier point. Ça ne répondra pas à tout, mais il faut l'avoir en tête.
La deuxième chose qui est importante, c'est de se dire aujourd'hui, on n'est pas en capacité de piloter nos charges. Pourquoi? Parce qu'on a délaissé toutes les productions même en agroéquipement, l'acier, etc. On fait quand même plus grand-chose. Donc on est importateur de toutes ces choses-là et donc on subit. Et puis également pour tout ce qui est charge opérationnelle, on parle des intrants, tout ce qui est, on le voit même dans les médicaments, hein, c'est exactement la même chose, hein, c'est les mêmes molécules. Hein. On ne pilote rien, on subit. Et puis on a le gros sujet des engrais qui aujourd'hui a un poste de charge relativement conséquent pour l'agriculture conventionnelle. Donc le sujet des engrais, il est double. Première chose, c'est qu'aujourd'hui on n'en produit pas. Et deuxième chose, c'est qu'on a des choix au niveau politique par rapport à ce qui est en train de se passer en Russie-Ukraine, dans lequel on nous impose des taxes et où on est en train complètement de bouleverser en fait, le marché des engrais, qui fait qu'on se retrouve encore une fois avec une concurrence complètement déloyale par rapport à des pays exportateurs, avec nous des engrais qu'on paye beaucoup plus cher que les autres. Alors c'est vrai que pour expliquer aux téléspectateurs, au 4 juillet, il y a une taxe européenne visant à freiner l'importation des engrais russes. Alors bon, aujourd'hui elle est de 40 €. Elle a été gommée d'ailleurs par la hausse du cours des engrais hein, qui a dilué cette taxe. Mais au fur et à mesure des années, elle va devenir de plus en plus importante, pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros. Hein. Donc on est sur des perspectives qui sont importantes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est encore rien par rapport au mécanisme donc, de lutte contre le carbone aux frontières qui va être mis en place au niveau de l'Europe. C'est ça. Donc il y a effectivement, vous avez soulevé un nouveau dilemme. Pour l'instant, en fait, on fait uniquement une déclaration hein, par rapport à notre bilan carbone. On n'a pas d'impact économique. Par contre, ce qui a été annoncé, je crois, c'est qu'à partir de 2026, il devrait y avoir justement ce calcul et avec, en fonction du marché du carbone, un complément à donner qui risque d'impacter les cours de l'urée. Et là, encore une fois, ça ne va pas dans le sens de la compétitivité. Quoi. Et là, c'est pas neutre, c'est des centaines d'euros dont on parlait. Des centaines d'euros. Donc ça va être très très important. Et effectivement,